Ils ont acheté cette maison. Ils n'auraient jamais dû. Une famille pensait enfin avoir trouvé le lieu idéal pour recommencer à zéro. Pourtant, certains lieux gardent la mémoire de ceux qui les ont habités. Très vite, quelque chose d'indéfinissable s'installa dans leur quotidien. Et ce qu'ils croyaient être un refuge laissait passer un regard qui n'était pas le sien. Bienvenue sur les histoires de Flo, d'Yves. Bona et Dorcas cherchaient une maison depuis longtemps. Chaque week-end se ressemblait. Des visites rapides, des promesses jamais tenues, des prix qui grimpaient toujours au-dessus de ce qu'ils pouvaient se permettre. À chaque fois, Dorcas repartait avec le même sourire forcé et Bona avec la même boule au ventre. « On finira bien par trouver », disait Dorcas sans trop y croire. « Oui », répondait Bona, même quand il n'y croyait plus du tout. Ils vivaient à 4 dans un appartement devenu trop petit. Les enfants partageaient la même chambre, les disputes éclataient pour rien, et la fatigue s'installait lentement, jour après jour. Un matin, Bona tomba sur une annonce. Grande maison, 4 chambres, cour intérieure, prix étonnamment bas. Il relut l'annonce plusieurs fois. « Dorcas, viens voir ça. C'est encore trop cher ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Justement non. Elle s'approcha, lut à son tour, fronça les sourcils. Il doit y avoir un problème. Ou alors, on a juste de la chance, pour une fois. Ils appelèrent immédiatement. L'agent immobilier leur donna rendez-vous le jour même. Il parlait vite, comme quelqu'un qui voulait conclure avant qu'on ne réfléchisse trop. La maison se trouvait dans un quartier calme. « Elle est plus grande que sur les photos », murmura Dorcas en entrant dans la cour. Il y avait une odeur particulière, pas désagréable, mais difficile à définir. Une odeur de vieux bois, de poussière et de quelque chose d'autre. L'agent souriait beaucoup. Les anciens propriétaires avaient besoin de vendre rapidement. « Ils sont partis où ?» demanda Bona. « Oh, ailleurs », répondit-il en haussant les épaules. « Vous savez comment sont les gens, ils changent de vie. » Dorcas regardait les chambres, imaginant déjà les enfants courir dans le couloir. « Et le prix, c'est bien le prix final ?»« Absolument. Une opportunité comme on en voit peu, » répondit l'agent. Bona sentit une légère gêne, sans savoir pourquoi. « Elle est restée longtemps sur le marché ?» L'agent hésita à peine. « Non, pas vraiment. » Ils visitèrent la dernière pièce, une chambre au fond du couloir, plus sombre que les autres malgré la fenêtre. Dorcas eut un frisson. « On pourrait en faire un bureau », dit-elle, plus pour se rassurer que par conviction. En sortant, ils croisèrent une femme âgée assise devant sa maison. Elle les regarda longuement, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravisa. Bona lui adressa un signe de tête. Elle ne répondit pas. « Elle n'a pas l'air très accueillante », souffla Dorcas. « Peut-être qu'elle ne nous connaît pas encore. » Le soir même, ils firent leurs calculs. Tout rentrait. « Bona, et si on se trompait ? Et si on laissait encore passer notre chance ?» répondit-il. Ils signèrent quelques jours plus tard. Le jour de l'emménagement, le camion s'arrêta devant la maison. Les enfants descendirent en courant, excités. « Elle est trop grande !» cria le plus jeune. Quelques voisins observaient de loin. Personne ne vint souhaiter la bienvenue. La voisine âgée était là, debout devant sa porte. Elle regarda la famille s'installer, fit un pas en avant, puis rentra chez elle. Dorcas ne la remarqua pas. Bona, lui, eut l'impression d'être observé longtemps après que la porte se soit refermée. Mais ce jour-là, il n'y pensa pas davantage. Car quand on croit enfin toucher le bonheur, on évite de regarder les détails qui dérangent. Les premiers jours se déroulèrent sans incident notable. Les enfants couraient d'une pièce à l'autre. Dorcas rangeait, prenant son temps, comme pour apprivoiser les lieux. Bona bricolait, réparait de petites choses, essayant de se convaincre qu'ils avaient fait le bon choix. « Tu vois ?» dit-il un soir. « Finalement, elle est bien cette maison. »« Oui », répondit Dorcas avec sourire. Au bout de quelques jours, les choses commencèrent à changer. Un soir, le plus jeune se mit à pleurer dans sa chambre. Dorcas accourut. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu quelqu'un. Il était debout dans ma chambre. Il n'y a personne ici. Tu es en sécurité. » Elle resta un moment à ses côtés, puis retourna se coucher. La nuit suivante, ce fut l'aîné qui se leva. Bona le trouva debout dans le couloir, les yeux ouverts. « Pourquoi tu ne dors pas ? » « J'écoute, » répondit l'enfant. « Tu écoutes quoi ? » « La maison. » Bona plissa le front. « Allez, au lit. » Il raccompagna son fils, referma la porte et se dit que les enfants inventaient toujours des choses quand ils changeaient d'environnement. Mais les réveils nocturnes devinrent fréquents.
Les enfants se levaient fatigués, avec des cernes qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Bona, lui, commença à remarquer autre chose. À certaines heures, la maison semblait différente, pas visuellement, plutôt dans l'air, comme si les murs retenaient quelque chose, une présence qui se réveillait quand tout le monde se couchait. Les disputes commencèrent sans raison précise. Un mot mal interprété, un oubli insignifiant. À partir de ce moment, les nuits cessèrent d'être réparatrices. Le sommeil venait, mais le repos fuyait. Quelque chose, enfoui dans la maison, semblait profiter de ce qu'ils abandonnaient en fermant les yeux. Au début, ils ont cru que c'était une phase. Mais cette fois, ce n'était pas pareil. C'est Dorcas qui remarqua la première chose inexplicable. Un soir, Dorcas ouvrit la poubelle de la cuisine, voulant juste y jeter l'épluchure qu'elle avait dans la main. Puis elle s'arrêta. Leur photo de mariage était là, celle qu'elle avait accrochée au mur du salon le premier jour. Elle sortit la photo. Le cadre n'était pas cassé, le verre intact. La photo était trop propre pour avoir été jetée par négligence. « Bona », il répondit depuis la chambre. « Oui ? Tu as décroché la photo du salon ?» Un silence. Puis, « Quelle photo ?» Dorcas déglutit. « Notre photo de mariage. » Bona apparut dans le couloir. Il regarda la photo dans ses mains, visiblement surpris. « Pourquoi elle est là ? Je l'ai retrouvée dans la poubelle. Ce sont les enfants ?» Dorcas secoua la tête. « Il n'y touche jamais. Et regarde. » Elle lui montra le cadre. « Il n'est même pas abîmé. » Bona prit la photo, la retourna, cherchant une explication qu'il ne trouva pas. La nuit, alors que Dorcas se levait pour aller boire de l'eau, elle entendit des murmures venir du couloir. Des voix basses. Elle s'arrêta net. « Bona » chuchota-t-elle. Il se redressa aussitôt. « Tu as entendu ?»« Oui, quelqu'un parle. » Ils sortirent de la chambre à pas mesurés. La porte de la chambre de leur fils aîné était entr'ouverte. La lumière était éteinte. À l'intérieur, on distinguait sa silhouette assise sur le lit. Il parlait, comme quelqu'un qui répond à des questions. « À qui tu parles ?» demanda Dorcas en allumant la lumière. Le garçon tourna la tête vers eux, parfaitement calme. « À eux. À qui ?» demanda sa mère. « À ceux qui sont là. » Bona sentit une tension lui traverser le dos. « Il n'y a personne ici. »« Si, ils sont là depuis longtemps, » répondit l'enfant. Dorcas tenta de sourire. « Tu fais un rêve. »« Non, maman. Quand je rêve, je dors. » Ils le recouchèrent. Le garçon ferma les yeux sans protester. Mais à partir de cette nuit-là, les murmures devinrent réguliers. Parfois, il l'entendait répondre. Parfois, il se contentait d'écouter. Il semblait occupé. Un soir, Bona s'assit sur le bord du lit. « Dis-moi ce qu'ils te disent. » Le garçon réfléchit un instant. Il demande qui va rester. « Rester où ?» demanda Bona. « Ici, dans cette maison. » Quand Bona demanda à son fils s'il voyait quelque chose, il secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de voir, » répondit l'enfant. « Alors comment tu sais qu'ils sont là ?» demanda Bona. « Parce qu'ils me parlent comme toi tu me parles. » Dorcas craqua. « On devrait peut-être partir quelques jours. On ne peut pas tout arrêter pour des impressions, » dit Bona. Ils se dirent alors que s'ils partaient maintenant, ils ne sauraient jamais si le problème venait réellement de la maison ou d'eux. Le lendemain, le fils aîné ne parla pas dans la nuit. Les enfants dormirent sans se réveiller en pleurs. Cela suffit à les rassurer. C'est cette même nuit que Bona se réveilla sans savoir pourquoi. Pas brusquement, juste comme quelqu'un qui sort lentement du sommeil. Il avait encore les yeux fermés quand il sentit une main posée sur son ventre. Il pensa aussitôt à Dorcas. La main reposait là, comme une présence familière. Bona ne bougea pas. Puis quelque chose le troubla. Le bras était froid, pas frais comme une main sortie du drap. Froid d'une manière qui n'avait rien d'humain. Une froideur qui ne venait pas de l'air. Il glissa lentement sa main vers celle qui reposait sur lui, toujours sans ouvrir les yeux, voulant simplement la repousser. Ses doigts touchèrent alors la peau. Elle n'était ni rugueuse, ni complètement lisse. Elle était marquée de petites bosses, donnant l'impression que quelque chose poussait sous la surface. Bona retint son souffle. Il sentit ensuite les ongles, longs, durs. Une odeur très faible, humide, presque imperceptible, monta jusqu'à lui. Son cœur se mit à battre violemment. Il ouvrit les yeux. La main était toujours là. Bona se redressa brusquement, repoussa le drap et se leva du lit. La sensation disparut aussitôt, comme si elle n'avait jamais existé. Il alluma la lumière. Dorcas dormait profondément, tournée de l'autre côté. Ses deux mains étaient visibles, repliées sous l'oreiller, loin de lui. Bona resta debout, figé. Il n'en parla pas. Ni cette nuit-là,
ni les jours suivants. Il se répéta que c'était une illusion, un état étrange entre le sommeil et l'éveil. Mais à partir de ce moment, il redouta l'heure du coucher. Il retardait le moment d'aller au lit, restait au salon sous prétexte de travail, s'endormait parfois sur le canapé. Quand il finissait par rejoindre la chambre, il dormait mal, toujours sur le qui-vive. Dorcas remarqua le changement. « Tu fuis le lit maintenant ? J'ai du mal à dormir. » Elle n'insista pas. Dorcas, elle, commença par se réveiller avec une sensation étrange, comme si son corps avait bougé sans qu'elle s'en souvienne. La première fois, elle était debout dans le salon, face à la porte d'entrée. Sa main reposait sur la poignée. Elle ouvrit les yeux sans sursaut, sans panique, dans un simple arrêt de mouvement. « Qu'est-ce que je fais là ?» murmura-t-elle. Elle resta là quelques secondes, essayant de se souvenir. Rien ne venait. Aucun rêve. Aucun souvenir de s'être levée. Elle retourna se coucher sans réveiller Bona, avec une sensation de vide dans la tête. Quelques nuits plus tard, cela arriva de nouveau. Cette fois, elle se réveilla dans la cour. Elle cligna des yeux, chercha un repère, une logique. Elle ressentait une impression dérangeante d'avoir été portée et déposée là. Bona la retrouva ainsi. « Dorcas, je me suis couchée avec toi, dit-elle. « Je sais. Qu'est-ce que tu fais ici alors ?» demanda Bona. Ils n'avaient rien entendu, rien vu. Ils échangèrent un long regard. Cette fois, ils n'essayèrent pas de donner une explication immédiate. Les nuits suivantes, Dorcas tenta de reprendre le contrôle. Elle ferma la porte de la chambre à clé. Elle plaça une chaise contre. Elle se réveilla pourtant dans la cour, la clé toujours dans la serrure, la chaise exactement là où elle l'avait laissée. À partir de ce moment-là, elle comprit que ce n'était pas un problème de sommeil. Quelque chose décidait à sa place. Le lendemain matin, Dorcas sortit de la maison pour aller régler une petite dépense au coin de la rue. La nuit avait été longue. En revenant, elle aperçut la voisine âgée, assise devant sa porte comme presque chaque jour. Elle la regarda passer, puis détourna le regard aussitôt. Dorcas ralentit. Elle pensa continuer son chemin. Après tout, elle n'avait aucune raison de déranger cette femme. Mais quelque chose la retint. Peut-être la façon dont la voisine avait évité son regard. Peut-être l'expression tendue sur son visage. Elle s'arrêta. « Bonjour ». La femme leva les yeux, surprise, puis répondit d'un léger signe de tête. Dorcas resta là quelques secondes, hésitante. Elle fit quelques pas vers la porte de la voisine. « Excusez-moi, est-ce que vous auriez une minute ?» La femme la regarda longuement avant de répondre. « Oui, venez vous asseoir. » C'est ainsi que commença une conversation que Dorcas n'oublierait jamais. « Vous habitez ici depuis longtemps ?»« Toute ma vie », répondit la femme. Dorcas inspira. « Est-ce que vous avez connu les familles d'avant ?» La vieille femme ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux. Oui, un long moment passa. « Le jour où vous êtes arrivé, reprit-elle enfin, j'ai voulu venir. »« Venir ?» demanda Dorcas. « Frapper à votre porte, vous dire de ne pas rester. » Dorcas sentit une pression inconfortable monter en elle. « Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» La femme releva la tête. « Parce que la dernière fois que j'ai parlé, on m'a insultée. On m'a traité de folle. On m'a dit de m'occuper de mes affaires. Alors je me suis tue. Et je me suis dit que, de toute façon, vous ne m'auriez pas cru. » Dorcas ne répondit pas. Les familles arrivent toujours pleines d'espoir. Elles tiennent quelques semaines, parfois quelques mois, continua la voisine. Ensuite, elles partent, toujours vite, toujours sans dire au revoir. La dernière famille qui a vécu ici avant vous a perdu sa fille cadette avant de quitter la maison précipitamment. La voisine regarda la maison. Le premier homme qui a vécu là, dans cette maison, était très riche. Mais sa richesse ne venait pas de son travail. La voisine baissa la voix. Des gens ont disparu ici, dans cette maison-là, sous ce toit. Et quand cet homme est mort, continua la femme, il a laissé des choses derrière lui. Vous vivez dans un lieu qui a été nourri par des morts. Dorcas comprit ce que cela signifiait. En rentrant chez elle, elle trouva Bona assis dans le salon. Elle m'a dit ce qui s'est passé ici. Quoi exactement ? Elle lui raconta tout. Quand elle eut fini, Bona resta longtemps sans bouger. « Ce n'est pas juste nous », murmura-t-il. « Non », répondit Dorcas. Bona lui raconta à son tour le bras qui s'était posé sur lui cette nuit-là et qu'il avait voulu à tout prix chasser de son esprit, le prenant pour une simple illusion. Ils n'attendirent plus. Cette fois, la décision était claire. Bona commença par chercher une chambre ailleurs, un endroit provisoire, n'importe quoi. Il passait ses pauses au téléphone. « On part dès que possible, même si ce n'est pas confortable », dit Dorcas. Ils commencèrent à ranger. Quelques affaires qu'on peut attraper vite.
Bona démontait déjà certains meubles. 2 jours plus tard, tout s'effondra. C'était un matin ordinaire. Les enfants prenaient leur petit déjeuner quand le plus âgé s'arrêta. Sa cuillère tomba au sol. Son corps suivit. Il resta là, les yeux ouverts, incapable de bouger le moindre doigt. Dorcas hurla. Bona le porta aussitôt, le secoua doucement, l'appela par son prénom. Aucune réaction. Son corps était lourd, inerte. Ils partirent à l'hôpital sans réfléchir. Les examens commencèrent immédiatement. « Il faut attendre », dit le docteur. « On ne comprend pas encore. Le diagnostic ne venait pas. Le corps était intact, le cerveau aussi. Mais l'enfant ne bougeait toujours pas. » Pendant que Bona restait à l'hôpital, Dorcas alla déposer quelques affaires chez sa sœur. Elle ne voulait plus que tout reste dans cette maison. Ce soir-là, elle retourna seule pour finir de faire les valises. La maison était étrangement calme. Elle se força à ne pas penser. Elle pliait, rangeait, fermait les sacs rapidement. Puis elle sentit quelque chose. Elle leva la tête. Une présence se tenait debout dans le couloir, face à la porte de la chambre. Elle ne distinguait pas de visage, juste une forme, droite. La présence la regardait. Dorcas cria. À l'instant même où le cri sortit de sa bouche, la présence disparut, pour réapparaître derrière elle. Dorcas courut. Elle traversa la maison sans se retourner, ouvrit le portail d'entrée et sortit en hurlant, le cœur prêt à exploser. Elle ne ralentit pas avant d'être loin. Elle rejoignit Bona à l'hôpital, en larmes, incapable de reprendre son souffle. « Je n'y retourne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'y remettrai plus jamais les pieds. » Elle lui conta tout ce qui s'était passé. Bona ne posa aucune question. Il la crut immédiatement. Ce jour-là, Dorcas prit une décision définitive. La maison pouvait garder le reste. Elle ne rentrerait plus. Bona n'y retourna pas seule. Il appela 2 amis proches. Il leur dit seulement qu'il fallait récupérer les affaires. Rapidement, en plein jour. Ils arrivèrent à la maison. De l'extérieur, rien ne distinguait cette maison des autres. « On fait vite », dit Bona. Ils entrèrent. À l'intérieur, Bona se concentra sur les gestes simples. Attraper un sac, fermer une valise. Ses amis plaisantaient à voix basse, comme pour alléger l'atmosphère. Bona ne riait pas. Il sentait une urgence qu'il ne pouvait pas expliquer. Ils ne restèrent pas longtemps. Avant de fermer la porte, Bona jeta un dernier regard à l'intérieur. Il ne ressentit ni colère ni peur, juste une certitude. Ce lieu ne lui appartenait pas. Ils partirent sans se retourner. Quelques mois plus tard, à l'hôpital, leur enfant recommença à bouger lentement. Les médecins parlèrent de récupération progressive, sans donner d'explication précise. Avec le temps, il retrouva l'usage de ses membres. La famille s'installa dans un petit appartement. Ils ne cherchèrent jamais à vendre la maison. Ils ne demandèrent jamais ce qu'elle était devenue. Certains endroits n'ont pas besoin d'adieu. Ils essayèrent de se reconstruire. Ils se firent une promesse, ne plus jamais acheter une maison déjà habitée. Ils savaient désormais une chose que personne ne leur avait jamais dite. Certains lieux survivent à ceux qui y ont vécu. Et parfois, ce sont les vivants qui doivent fuir pour rester entiers. Un foyer n'est pas seulement fait de murs, mais d'équilibre. Lorsque l'harmonie disparaît, aucun confort matériel ne peut compenser ce manque. Le prix le plus bas cache parfois le coût le plus élevé. Ce qui semble être une opportunité peut exiger un sacrifice invisible. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et laisse un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et surtout, laisse ton avis dans les commentaires. Rendez-vous mercredi à 18h15 GMT pour une nouvelle histoire.